Messieurs les présidents, cher Miguel, cher Giorgio, chers collègues, je suis très touché de cette invitation, donc je vous en remercie vivement. Et il m'arrive en tant que chirurgien, c'est pas la peine d'éteindre la lumière, c'est comme ça, c'est bien comme ça, j'imagine. Il m'arrive en tant que chirurgien de tirer profit de la vie, des profits dont il tire un chirurgien qui a deux femmes. Et mes deux femmes sont, d'une part, à gauche, en bas, l'Université de Cordoba, dont il m'arrive de gérer le service Pablo Mirizzi de chirurgie à l'hôpital de Clínicas. Et d'autre part, l'après-midi, je travaille à la Fondation Hulton, dont vous pouvez regarder une partie de la façade principale. L'hôpital universitaire reçoit la recrute des plaies de voie biliaire du même hôpital, et de Cordoba, capitale et Provence, mais aussi des provinces voisines, des provinces éloignées, des pays voisins. Et la Fondation Hulton dispose de toute la technologie et le mode d'emploi de cette technologie pour faire la prise en charge mini-invasive des plaies de voie biliaire. Alors mes deux femmes s'entendent très bien et ce ménage à trois marche à merveille. J'aimerais bien commencer pour vous dire que la plaie de voie biliaire a changé avec les ans. Aux années 80, le principal fournisseur des plaies de voie biliaire était la chirurgie ouverte. Aux années 90, c'était la chirurgie laparoscopique. Et heureusement, au XXe siècle, on a moins de plaies de voie biliaire, mais on s'occupe maintenant de prendre en charge toutes les complications et séquelles de mauvais traitements qu'on a fait pendant les années 80 et 90. L'Association argentine de chirurgie, comme a dit le président, a confié à Eduardo Cassone de Mendoza et moi-même de faire le dernier rapport officiel du congrès du millénaire, il y a 15 ans, au sujet des plaies de voie biliaire. Je ne vais pas vous montrer tout le rapport parce qu'il était long. Il y a des choses qui sont parties, qui sont plus importantes. Mais comme tous les rapports, il a laissé un message, un héritage. J'aimerais bien vous montrer la partie la plus importante à mon avis. Par la suite, je ferai un rapport entre le rapport et ce qu'elle a dit la littérature après le rapport. Après, je vous montrerai les choses qui ont apparu après le rapport. Et après, je vous montrerai ce dont on a travaillé chez nous après aussi le rapport parce qu'on a continué à évoluer. En ce qui concerne la classification, et jusque notre rapport, tout le monde adhérait à la classification de M. Henri Bismuth, présent dans cette assemblée, mais aussi à celle de Steven Strasberg et Lawrence Way, des bons amis de l'Argentine aussi, qui ont adapté la classification de M. Bismuth à la chirurgie laparoscopique. Nous avons pensé que ce n'était pas assez, et alors on a proposé une classification qu'on appelait LIT, pour L de localisation, I d'injurie et T de traitement. Et plus tard, on pense maintenant qu'il faut ajouter une chose dont on ne voyait pas pendant le rapport, c'est avec ou sans plaie vasculaire, parce que les plaies vasculaires sont toujours présentes dans la plaie de voie biliaire. L de localisation, c'était L1, c'était le cas le moins grave, mais le plus fréquent. Et la lésion de canal cystique qui n'est pas mentionnée dans la littérature, il n'y a pas une classification qui pense que la lésion, la plaie de canal cystique par lâchage du clip, soit une plaie de voie biliaire. Pourtant, dans l'enquête du rapport, cette plaie, c'était le 25% des cas, et il a eu un décès en rapport avec ça. L2, les plaies du cholédoque, réservées surtout à la chirurgie ouverte, mais aussi en laparoscopique. L3, quand la plaie arrive au canal hépatique, beaucoup plus fréquent, comme ce cas. L4, et à niveau du carrefour, lésions très graves, mais très fréquentes en chirurgie laparoscopique, comme ce cas et ce cas. Et finalement, la plus grave, L5, la plus haute, par-dessus le carrefour,
quand elle attend l'hépatique droit ou l'hépatique gauche, comme les deux cas qu'on montre. En ce qui concerne l'AI, au type d'injurie, I1, c'était la lésion la moins grave, et la lacération partielle, facile à résoudre, et cela suffit à un point de suture ou mettre en place un drap en T de Kerr. Ici, le chirurgien offre la cassette à son malade pour montrer de la façon dont il ouvre la voie biliaire. I2, c'est la sténose. La sténose est assez fréquente, c'est une lésion qui apparaît plus tard. À notre avis, en rapport avec une association qu'on appelle chez moi association létale, c'est l'association entre électrobistouri monopolaire et le clip métallique. I3, finalement, la ligature au clipage total avec un stop total. Et finalement, deux lésions, deux plaies très fréquentes et très graves dans la section totale. Ici, un collègue m'a montré la façon dont il coupe carrément avec ses ciseaux le canal hépatique. Et I5, c'est la résection aux brûlures étendues. Ici, on voit qu'il manque un bout de voie biliaire entre deux clips. Finalement, la T de traitement devient très importante car T1 est la plaie découverte lors de l'intervention et résolue au cours d'intervention. La T2, c'est pareil, découverte et traitée dans le post-opératoire immédiat. T3, c'est la plaie traitée dans le post-opératoire éloigné, et T4 sont les malades qui arrivent à notre CHU, des malades qui arrivent dans le post-opératoire éloigné avec des traitements déjà faits. Cela en ce qui concerne la classification. On a parlé aussi dans le rapport des mesures de traitement conservateur, et on a montré un outil qu'à l'époque était destiné juste à drainer et laver la cavité, qui était la rélaparoscopie. On a beaucoup parlé de l'interventionnisme radiologique, pas seulement pour drainer les collections, mais aussi pour se mettre dedans la voie biliaire pour dilater des structures, et aussi pour mettre des coils dans le canal cystique dans des clips qui ont lâché. Et on a parlé aussi de l'endoscopie avec ces deux outils, dont la sphinctérotomie endoscopique et la mise en place de stents. Et cela nous a permis, lors du rapport, de proposer d'algorithmes, de protocoles de prise en charge de la bilirragie, du bilome post-opératoire, de péritonite biliaire post-opératoire avec une vedette qui était la rélaparoscopie, et de l'hypertension biliaire post-opératoire. Plus tard, dans le rapport, on a fait tout un chapitre intéressant concernant la prévention, et là on a voulu attirer l'attention en ce qui concerne la formation des chirurgiens, assise sur des bases dans les simulateurs, et le protocole laboratoire de chirurgie expérimentale a une énorme importance. À l'heure actuelle, on a abandonné le cochon, on a abandonné le chien, et on s'en sert des lapins, qui est un modèle parfait parce qu'il est pas cher, il reproduit vite fait, et il se cache aux yeux de la SPA qui nous harcèle de plus en plus. Quant à la technologie, je ne veux pas vous montrer la technologie des optiques et tout ça, mais oui, j'aimerais bien dire que la ponce bipolaire qu'on a appris chez Brice Gaillet, c'est un outil très important, que l'appareil de radiologie doit être obligatoirement en bloc opératoire. Et quant à l'opération, on va pas aussi s'arrêter sur l'intervention pour montrer des gestes, mais oui, on va insister sur le fait de la logique de la conversion qui garde toujours une place. On va bien parler de ces drons d'origine française qui sort par contre-incision et est appareillé à un sac de colostomie. Et on va aussi bien parler du Drandeska, parce qu'on aime beaucoup Janeska et on s'est servi plusieurs fois. Et on va dire du mal du clip. On a abandonné dans notre service le clip il y a 16 ans déjà. Et on va dire du bien de la cholangiographie systématique, et en insistant que c'est la seule manière de connaître l'anatomie de la voie biliaire
principale. C'est la seule manière de détecter des fuites et c'est la seule manière de voir bien la voie biliaire par-dessus l'arrivée du canal cystique. Finalement, ce rapport a fait une enquête et cette enquête a eu un grand succès parce qu'elle a été anonyme. On a écrit 5 lettres aux 4000 chirurgiens qui sont associés à l'Association argentine de chirurgie et on a eu une réponse inattendue qui a récupéré plus de 700 cas, tout un record mondial pour l'époque et un record mondial, je crois, encore à l'heure actuelle. Ça, en ce qui concerne le rapport. Mais après le rapport, qu'est-ce qu'elle a dit la littérature? La littérature a dit que seule une enquête anonyme va nous fournir toute l'information, que la fréquence des plaies de voie biliaire est encore plus importante en chirurgie laparoscopique qu'en chirurgie ouverte. Il faut tenir compte de ça parce que les avocats tiennent déjà compte. Que le mauvais pronostic d'une prise en charge d'une plaie de voie biliaire est en rapport tout d'abord à l'attente vasculaire. On n'a pas parlé dans le rapport de l'attente vasculaire, mais aussi au sepsis, ictère, malnutrition, mais aussi à l'opportunité chirurgicale. Que la prise en charge est surtout radiologique, mais aussi endoscopique, et que le stent, non pas les stents métalliques, mais les stents ont une place, que la technique chirurgicale, on discute maintenant beaucoup de techniques chirurgicales, cela me passionne et ça doit vous passionner aussi, et celle qu'on a proposée pendant le rapport. Et on parle beaucoup maintenant à l'heure actuelle d'un sujet que les Américains adorent, le quality of life after the surgery, qui sont les résultats à long terme, et tout le monde est d'accord que les résultats à long terme dépendent de l'opportunité chirurgicale et que le malade soit pris en charge par un service de haut niveau dit tertiaire. Quant à la prévention, on ne va pas insister, mais on va dire que presque tout le monde en Europe et en Argentine est maintenant pour la cholangiographie systématique, moins en Amérique, on parle aussi, les publications parlent de l'avenir et j'ai récupéré ces publications parce que j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il va dire à ma place dans 15 ans un chirurgien concernant la prise en charge des plaies de voie biliaire. Mais il paraît qu'il y a un avenir pour la laparoscopie, un avenir pour le robot et surtout un avenir pour les grands services, les services universitaires, les services tertiaires. Quels sont les outils qui sont apparus après notre rapport? Tout d'abord, le scan multibarrette qu'à l'heure actuelle on a incorporé au bilan de toutes les plaies de voie biliaire qui arrivent au service parce que c'est le meilleur moyen, mieux encore que l'examen hémodynamique, pour connaître l'anatomie de l'arbre vasculaire de l'artère hépatique et ainsi déceler des lésions et ainsi découvrir des lésions, des plaies très importantes, surtout au niveau de l'artère hépatique droite. Et finalement, que proposons-nous en 2016? Il y a 2 outils dont j'aimerais bien vous inviter à partager avec moi. Donc, qu'on a voulu appeler grandissement vidéo assistée, j'espère que ça marchera. Non, mais on va montrer le deuxième alors. Et la cholédocoscopie percutanée transhépatique, montrée en 2004 chez nous, mais tirée d'un Français, M. Ponchion de Lyon, qui consiste à se servir des matériels qui sont dans tous les blocs opératoires, dans tous les hôpitaux. Et dans un placard où il n'a rien à faire, sûrement vous allez trouver un endoscope de 15 French. Et vous avez, vous tous, des colonnes de vidéochirurgie, vous avez, vous tous, un appareil de radio. Alors en percutané, on peut introduire une optique qui peut faire des jolies biopsies à travers le canal de travail de l'endoscope et mettre cet endoscope dans la voie biliaire principale pour prendre en charge pour voir des sténoses et savoir si elles sont malignes ou bénignes, car 5 à 6% restent sans diagnostic. Alors je vous convie à le faire et j'essaie de
retourner. Attendez. Voilà. Sur le grandissement vidéo assisté, que c'est un geste simple, mais je vous convie à le partager avec moi. Et quand on opère une plaie de voie biliaire, on fait une large incision bisous-costale, on mobilise bien le foie, on écarte bien la paroi, mais après, on met à la tête du malade une colonne de vidéochirurgie et dedans, le malade et une endocaméra munie de l'optique de la paroscopie. Et cela nous permet tout d'abord un grandissement magnifique, ensuite un beau jour, un meilleur jour opératoire, ensuite être davantage de points de suture, et ensuite à se servir de matériel beaucoup plus fin, plus mince. À l'heure actuelle, on s'en sert du PDS 8.0 et 6.0. Ensuite, à pouvoir enregistrer l'intervention et pouvoir convier les chirurgiens qui veulent voir l'intervention de la voir à côté, dans la salle à côté du bloc opératoire et ne plus nous déranger. Je crois que c'est un geste qu'on a comparé avec le loupe et avec le microscope dont on a parlé tout à l'heure notre président. On a tous les deux outils et on est convaincu que c'est une excellente procédure qui ne coûte rien, qu'on vous convie à en essayer. Mais finalement, et nous croyons, pour terminer, que le vrai changement qui s'est produit dans les 15 dernières années, c'était dans la tête, dans l'esprit, dans le cerveau, dans l'attitude du chirurgien. Les psychologues décrivent un phénomène qui est le phénomène de négation. Et alors, à l'heure actuelle, 15 ans plus tard, on remarque que les chirurgiens ne nient plus. Alors, ils sont d'accord pour dire, tiens, peut-être je viens de léser la voie biliaire et prendre des mesures précoces pour faire un traitement effectif et d'appeler au secours, de faire une conversion ou tout simplement de mettre un drainage et d'adresser le malade à un centre tertiaire, un centre de complexité majeure. Et cela me permet de terminer avec la phrase de Robin Cook, que vous connaissez, qui dit que le bon chirurgien croit à ce qu'il voit, et par rapport au mauvais chirurgien qui voit ce qu'il croit avant de voir. Je vous en remercie. Merci beaucoup. On passe à la commentateur, le professeur Jean Guggenheim. Oui, j'ai le temps, j'enlève ma famille. Voilà. Jean Guggenheim, vous le connaissez tous. Alors, vous vous rappelez certainement qu'il a été le rapporteur, il y a quelques années, très peu d'années, du même sujet à l'Association française de chirurgie. Je pense que c'est ce dont il va nous faire part. Je remercie l'Académie de son invitation et notamment son président, Georges Mention. Je suis également très honoré de commenter cette belle présentation et ce rapport argentin. Donc en effet, moi j'ai fait le rapport de l'Association française de chirurgie il y a maintenant 5 ans, en 2011. Et je vous rappelle que M. Bismuth avait fait un rapport également 30 ans auparavant sur le même sujet. Et en fait, ce qui s'est passé entre ces deux rapports, c'est qu'il y a eu une augmentation du nombre des plaies des voies biliaires. On a dit c'est à cause de la célioscopie, mais il est clair que les plaies des voies biliaires, ça continue à exister, il y en a toujours. Et le chirurgien, bon, il a peut-être changé, mais il réagit toujours mal à cette plaie. Et pourquoi il réagit mal? Parce qu'en fait, il est dans une période de stress, et il répond mal à ces 3 questions. Donc moi, les 3 questions que je vais vous poser, c'est ces 3-là. Quand opérer, quelle technique, quel chirurgien? Alors, dans le rapport de l'AFC, il y avait... Non, ça c'est pas fini. Dans le rapport de l'AFC, il y avait quelques éléments de réponse que vous pourrez critiquer. Donc on avait évidemment donc, comparé les résultats donc, de la réparation précoce aux résultats des réparations tardives. Alors ce n'était pas tout à fait
Il y a peut-être des biais, parce qu'en effet, donc, la réparation précoce, c'était surtout des anastomoses bio-biliaires, tandis que la réparation tardive, c'était des anastomoses biodigestives. Mais vous voyez quand même que lorsque l'on faisait une réparation précoce, le taux de succès, qui était défini par l'absence de toute nouvelle réintervention, de toute nouvelle méthode endoscopique, était seulement de 50%, et qu'il y avait donc la nécessité de réopérer, de mettre une prothèse biliaire dans près de 46% des cas. Par contre, lorsque la réparation était tardive, eh bien, on faisait surtout donc des anastomoses biodigestives, il y avait également des hépatectomies, également des transplantations, ce qui prouve que ces plaies peuvent être très graves. Il y avait également des morts. Et les résultats étaient quand même très nets en faveur donc, de la réparation tardive, avec un taux de succès qui, lorsque la réparation était faite 3 mois après la plaie, était de près de 90%, alors que lorsque la réparation était précoce ou immédiate, ce taux de succès était plus faible. Donc ma première question, c'est est-ce qu'il reste encore une place pour des réparations immédiates en péropératoire? Dans quel cas? J'ai d'autres questions. Ensuite, la deuxième question, c'est pour la technique. Donc, est-ce que on doit se baser donc sur le niveau de la plaie pour décider du niveau de la réparation? Donc, de façon classique, on dit lorsque la plaie est au niveau de la voie biliaire principale, s'il n'y a pas de lésion vasculaire associée, on fait une réparation assez basse. Par contre, lorsque la convergence est intéressée, il va falloir remonter le plus possible et faire une intervention de Hep-Quino. Donc ma deuxième question, c'est à quel niveau vous faites la réparation? Est-ce que vous la faites toujours très haute ou est-ce que vous pouvez la faire un peu plus basse? Bon, donc je ne vais pas vous rappeler la technique de Hep-Quino qui certainement est celle qui donne les meilleurs résultats. Et enfin, le dernier point, mais là je pense qu'on a tous la même réponse, c'est que lorsque ce sont des chirurgiens spécialisés, dans des centres spécialisés, les résultats sont meilleurs. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les chirurgiens qui font la plaie transfèrent leurs patients? Et est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas actuellement? Voilà mes 3 questions. Merci beaucoup. Monsieur Guggenheim, merci infiniment de votre réponse. J'ai beaucoup aimé votre rapport que j'ai lu avec attention. Et quant à la réparation immédiate, vous me posez la question, si jamais dans mon service un interne casse, coupe la voie biliaire et m'appelle, qu'est-ce que je fais? Et je fais la réparation immédiate. Oui, il reste une place pour la réparation immédiate. Je crois que le temps zéro, le T1 de notre classification est bien meilleur. Il est vrai qu'il y a pas mal de malades qui viennent au service, qui ont eu déjà une réparation, qu'on est obligé de faire une re-anastomose, démonter une hépato-jéjuno-anastomose sténosée ou futée ou fistulisée ou mal faite et la faire bien. Mais si jamais on est en mesure de faire une réparation immédiate, si on a l'entraînement et la technologie pour la faire, il faut agir immédiatement. Je suis d'accord, je crois qu'il reste une place pour la réparation immédiate. Quand vous posez la question à quel niveau se fait l'anastomose, nous disons toujours aux internes que le canal hépatique droit est vertical, est court et gros, et que le canal hépatique gauche est long et horizontal et large et grand. Alors, on propose de faire l'anastomose si haute que possible et l'élargir sur le canal hépatique gauche en coupant. On coupe carrément avec un électrobistouri, je sais que vous allez sauter dans vos chaises, et on coupe carrément, on ne baisse pas et on ne monte pas la plaquilière, on la coupe, et comme ça on arrive à faire de belles anastomoses qui ont un taux de sténose assez bas, ça existe encore. Alors quoi faire? Et c'est la question que je me pose aussi, pour demander aux chirurgiens qui font une plaie de voie biliaire dans un centre qui n'est pas développé, qui n'est pas un centre tertiaire, qui est une petite clinique privée de l'intérieur d'une province. Et je crois que cela va marcher à fur et à mesure que la législation avance. Et je crois que dans un avenir proche, les pays développés et nos pays aussi vont faire une législation qui dira
qui dirait les seuls services censés de faire la prise en charge d'une plaie de voie biliaire, comme les seuls services qui sont autorisés pour faire la transplantation hépatique, sont les services de haut niveau, les services connus comme services tertiaires. Merci beaucoup. Et on ouvre les discussions. Monsieur Lenoir. Merci beaucoup. D'abord, je vous félicite pour votre français parce qu'il est remarquable. On a l'impression que vous habitez ici. Et je vous félicite aussi pour votre rapport, mais je voudrais faire un certain nombre de commentaires parce que, comme vous tous, je suis ulcéré par ces plaies des voies biliaires après la paroscopie, car le nombre a augmenté considérablement, comme on le voit dans le rapport de Jean Guggenheim. Je voudrais insister à nouveau sur la prévention. Je crois qu'il ne faut pas oublier les règles de la cholécystectomie que nous avons connues à ciel ouvert. Ces règles sont trois règles. Premièrement, voir le cystique en faisant une dissection d'avant en arrière de la vésicule. Il ne faut jamais disséquer le cystique en premier. Deuxièmement, il faut voir le saignement. Donc il faut faire une hémostase temporaire avant de clipper ou avant de mettre un clip sur le saignement. Et puis troisièmement, il faut vraiment, et vous avez insisté là-dessus, voir les voies biliaires intrahépatiques. Et il ne faut pas enlever la vésicule avant d'avoir vu les voies biliaires intrahépatiques. Si on ne voit pas les voies biliaires intrahépatiques, il n'y a que deux hypothèses. Ou bien il y a un clip sur la voie biliaire, ou bien il y a une tumeur de Klatskin. Il n'y en a pas d'autre. Quand on a fait la première présentation des tumeurs de Klatskin, on n'avait pas du tout tous les examens que l'on a maintenant, et tous ces malades ont été explorés, et quand il y avait un obstacle, eh bien, c'était une tumeur de Klatskin. Et quand on fait une cholécystectomie, eh bien, les deux hypothèses restent vraies. En ce qui concerne le cystique, les plaies du cystique, je suis absolument d'accord. Et c'est pour ça que je suis contre la cholangiographie rétrograde systématique. Parce que c'est complètement idiot de faire une cholangiographie rétrograde systématique, mettre un stent, alors qu'il y a une plaie du cystique, il suffit de faire une relaparoscopie immédiate et puis de mettre un clic sur le cystique. La réparation des voies biliaires immédiates, je suis d'accord, d'ailleurs ça a été préconisé dans le premier rapport, il faut faire ça comme une transplantation hépatique, avec du PDS 8.0, avec des lunettes loupe. Si on n'a pas de lunettes loupe, on ne peut pas le faire. Et ça, je suis absolument d'accord. Et on a présenté dans un arbre Sangeré une série d'anastomoses cholédoco-cholédociennes dans les transplantations hépatiques. On peut dire, avec ou sans drain de Kerr, on peut dire qu'il n'y a pratiquement pas de complications. Donc, dans les plaies immédiates, il faut faire immédiatement une réparation. Et puis, enfin, dans les réparations à distance. Alors là, il y a un problème dans le monde anglo-saxon, on peut le dire. Parce que le monde anglo-saxon mélange tout. Quand vous lisez la littérature anglo-saxonne, il ne s'adresse qu'à l'intervention de Lord Smith of Marlow, la mucosal graft, quand on est en Angleterre, et en Amérique, c'est l'intervention de Lahaye. Et il y avait une très belle série de Lillemoy, belle série, mais probablement difficile, qui a été présentée dans la Sangeré. John Terblanche, qui avait passé 1 an dans mon service, est intervenu en disant « Mais pourquoi vous n'utilisez pas l'intervention de Hepquino ?» Et il avait répondu « Parce que j'utilise l'intervention de Lahaye, je dissèque tout, et puis je fais l'anastomo, ça marche très bien. » Et ça, je pense que c'est pas vrai. Je crois que l'intervention de Hepquino est la meilleure pour les interventions retardées. On avait repris notre série qui avait été publiée en archive au Sangeré. Il n'y avait eu aucune reprise chirurgicale sur 22 cas. Merci. Monsieur Wismuth. Merci. Non, je voudrais être bref et je ne vais pas faire après Bernard un nouveau rapport. Simplement, ma question, est-ce que vraiment il est inéluctable que les plaies des voies biliaires soient maintenant aussi fréquentes? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer la fréquence? Moi, j'ai un soupçon. Et si c'est le cas, c'est grave. Et il y a une étude qui l'a montré, c'est que les chirurgiens laparoscopiques ne savent pas s'arrêter quand il y a une difficulté,
parce que maintenant, ils ne savent plus passer à la voie ouverte. C'est le cas aux États-Unis, où dans des départements de chirurgie, ils sont en train de recruter des chirurgiens ouverts, car le chirurgien laparoscopique est prédominant. Et ça a été dit, il y a une enquête qui a été faite, où on a interrogé des chirurgiens qui avaient fait des plaies des voies biliaires, et dans l'anonymat, on leur a dit pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont dit, je savais qu'il y avait une difficulté, mais il fallait que j'aille de l'avant parce que je ne savais pas comment ouvrir. Voilà. Alors si c'est le cas, c'est grave, parce que là, on est dans une impasse et on continuera à avoir la même fréquence importante de plaies de la voie biliaire. Vous savez qu'on a dit que s'il y avait une étude contrôlée sur la cholecystectomie laparoscopique, elle n'aurait pas été validée. En la comparant par rapport à la biliaire. Pas justement à cause du plus grande fréquence. Moi, ça m'intéresse d'avoir votre opinion et celle de Jean Guggenheim. Merci. Bon, et en fait, dans notre service, on a une liste d'attente aussi longue. On a 70 lits et la chirurgie qui se fait plus fréquemment est la vésicule en Argentine. Et des fois, on doit faire sortir le travail et on opère les malades à voie ouverte. Et on voit l'intérêt des internes. Ils disent, est-ce que je peux opérer voie ouverte? Parce qu'ils ont moins d'expérience en laparoscopie. Ça, c'est vrai et c'est un problème qui va venir dans l'avenir. Mais de toute manière, moi, j'ai l'impression que le taux de plaies de voie biliaire s'est réduit actuellement par rapport aux décennies précédentes. Jean Gounet. Oui, non, je suis d'accord. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une augmentation. Donc, ça a été multiplié par 5, le taux de plaies des voies biliaires. Donc, c'était 1 pour 1000, c'est passé à 5 pour 1000 avec la cystoscopie. Bon, ça s'est stabilisé, ça diminue peut-être un petit peu, mais ça reste toujours plus élevé que ce n'était au temps de la laparotomie. Bon, il n'empêche que, bon, je pense quand même que les chirurgiens qui existent actuellement en France, en tout cas, ils savent faire une laparotomie, ils savent enlever une vésicule par laparotomie, il ne faut quand même pas exagérer. Peut-être aux États-Unis ou dans certains pays, c'est vrai, mais en France, je ne crois pas que ce soit le cas. Donc je pense que le problème, c'est qu'il faut admettre que ça fait partie du risque chirurgical d'avoir une plaie de la voie biliaire, que même en respectant les règles que vous avez rappelées, on peut, dans des cas difficiles, lorsqu'il y a une cholécystite aiguë, lorsqu'il y a une sphinctérotomie endoscopique, enfin, il y a des cas où les cholestectomies, que ce soit par voie cystoscopique ou par laparotomie, sont difficiles. Et donc ça fait partie du risque. Et donc il y a la prévention, c'est essayer d'empêcher, d'accord, mais c'est également donc détecter, c'est diminuer les conséquences. Et donc je crois qu'il faut agir sur tout ça à la fois. Mais on ne peut pas dire vous n'avez pas réussi à supprimer, malgré tout votre enseignement, toutes les plaies de la voie biliaire. C'était 0,15%. Oui. Le rapport. Oui, oui. Le rapport français de l'AFC, c'était 0,15%. Et maintenant, 0,5%, 0,4, 0,5. Ouais. C'est vrai. non mais une petite remarque, c'est que juste ce qu'il faudrait dire aux chirurgiens et aux plus jeunes chirurgiens, c'est que ce n'est pas un échec de passer à la voie ouverte. Parce que l'idée de la reconversion est un peu un échec, la voie laparoscopique. Parce qu'on avertit le malade, on dit au malade, on va lui faire une laparoscopie. Et donc, ça a été très bien étudié. Psychologiquement, c'est difficile d'accepter la voie ouverte. On le dit entre nous, là, donc on parlait. C'est sur Internet, là, maintenant. C'est sur Internet, maintenant, ce que vous venez de dire. Donc, c'est plus entre nous. Ça continue vers la discussion. Moi, j'ai une petite histoire de chasse sur le domaine. Qu'est-ce que vous signalez, M. Bismuth? Un jeune chirurgien en Argentine, il était des gardes. Il était amené à faire un abdomen aigu. Il a ouvert l'abdomen parce que c'était pas clair, le cadre. Et en fait, c'était un cholécystite aiguë. Depuis 2 heures d'essayer, il n'a pas arrivé à l'opérer par voie ouverte. Il a fermé l'abdomen, il a fini pour faire la cystoscopie. C'est rigolo, mais c'est comme ça. Hein.